Bonjour à vous et bienvenue dans ce 144e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre gros coup de cœur de cette quinzaine, Inséparable, premier tome de Jumelles, le nouveau projet autobiographique de Florence Dupré-Latour, édité chez Dargaud. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 6 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 144e épisode, il sera aussi question de la sortie de Monsieur Apothéose, que l'on doit au scénario de Julien Frey, au dessin de David, et c'est sorti chez Glénat dans la collection Vent d'Ouest. La sortie de l'album Madone et Putain, que l'on doit à Ninantico dans la collection Air Libre, des éditions Dupuis. La sortie du très beau Mademoiselle Sophie, ou la fable du lion et de l'hippopotame, que l'on doit à Vincent Zabu pour le scénario, Hippolyte pour le dessin, et c'est édité chez Dargaud. La sortie d'Eliot au collège avec un premier tome baptisé Panique en 6e, un album qui nous vient de Théo Grosjean et des éditions Dupuis. La sortie de l'album Ambroise Paré, le père de la chirurgie, que l'on doit au scénario conjoint de Jean-Noël Fabiani-Salmon et Pierre Boisserie, au dessin de Vincent Wagner, et c'est publié aux Arènes BD. Enfin, nous terminerons comme toujours avec une intégrale, celle de Capucin, autre album que l'on doit à Florence Dupré-Latour et aux éditions Gallimard. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. Après Cruel, qui avait tenu sur un tome, Pucelle, qui se déclinait en 2 volumes et dont nous avions présenté l'arrivée du second tome dans le 95e épisode de notre podcast, voici venir Jumelles, le nouvel épisode de l'autobiographie de Florence Dupré-Latour. Si Cruel était l'occasion de raconter son rapport aux animaux, si Pucelle parlait de sa découverte de la sexualité, Jumelles est, comme son nom l'indique, l'occasion d'analyser la singularité qu'a eue l'autrice, celle d'avoir une sœur jumelle dès sa naissance. D'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent le travail de cet artiste, ce n'est absolument pas une découverte, puisque la présence de Bénédicte, sa sœur jumelle, est déjà évoquée dans les albums précédents. L'originalité de cette autobiographie, que nous livre Florence Dupré-Latour, tient surtout au fait qu'il n'est pas question de raconter sa vie selon un déroulé chronologique, mais plutôt de l'aborder de manière thématique. En noir et blanc, en 2016 était donc sorti Cruel, première brique de ce travail autobiographique, dont le titre est un résumé du lien qu'elle a entretenu avec ses animaux de compagnie. En 2020 et 2021, elle nous proposait une seconde brique en plongeant dans quelque chose de plus intime encore, sa découverte de la sexualité dans un double album qui s'intitule Pucelle et qui est en soi tout un programme. Fini le noir et blanc, le rose s'intercale dans cette histoire qui raconte avec beaucoup d'humour et d'autodérision la façon avec laquelle cette chose, qu'est le sexe, a fait une entrée fracassante dans la vie de notre autrice. Avec Inséparable, premier tome de Jumelles, cette fois-ci place à la couleur, mais avec un dessin toujours aussi caractéristique, où les émotions sont exagérées, les personnages caricaturaux et les situations toujours traitées avec cet humour si particulier, qui est devenu la marque de fabrique de Florence Dupré-Latour. Ici, il est question d'interroger et analyser le rapport à cette sœur qui l'accompagne depuis sa naissance, elle avec qui elle a forcément tissé des liens très étroits, envers laquelle elle a aussi appris à se démarquer. Au moment où Florence et Bénédicte naissent, la famille vit à Buenos Aires en Argentine et elle est déjà composée d'une petite fille, Violaine, née une année plus tôt. Très rapidement, les 2 jeunes filles développent une véritable proximité qui fait que quand elles sont ensemble, plus rien d'autre ne compte, pas plus les parents que la grande sœur qui ne peut pas pénétrer cette bulle qui les isole. C'est ainsi que vont grandir les 2 sœurs, entourées d'affection, même si le papa est souvent absent, dans une famille croyante et voyageuse qui reviendra en France avant de repartir pour la Guadeloupe.
En rassemblant ses souvenirs, mais surtout les souvenirs de ses émotions, Florence nous raconte comment le duo qu'elle formait avec sa sœur s'est presque transformé en couple à l'image de ses parents, un amour fusionnel dans lequel elle va prendre la place du garçon. C'est avec cette sensation qu'elle grandit, celle d'être le garçon qui veille sur sa petite sœur. Florence semble être née la première, jusqu'au jour où elle va comprendre qu'elle est véritablement une fille, au moment où son corps change. Car de cette relation, Florence essaye d'en analyser tous les micro-changements et la façon avec laquelle elle les a perçus du haut de son jeune âge et avec le recul du temps qui passe au moment de raconter tout cela en bande dessinée. Comme toujours avec elle, la façon dont elle raconte cette histoire, avec son trait si caractéristique, fait que l'on ne s'ennuie pas une seconde et c'est véritablement un monde, celui de la gémellité, que l'on découvre quand on a eu la malchance de naître unique. En effet, sous les crayons de Florence Dupré-Latour, être double et ne faire qu'un devient un véritable avantage, un avantage qui fait naître une relation privilégiée et fusionnelle avec une sœur qui n'est pas vraiment elle, mais pas tout à fait une autre non plus. Tout n'est pas rose pour autant, car on comprend que trouver sa place dans un tel duo n'est pas forcément simple, et c'est cette palette de sensations et d'impressions que l'autrice décline dans ce nouveau venu en librairie, un titre que l'on aura pris grand plaisir à lire. Le premier tome de Jumelles est en effet disponible en librairie depuis le 27 janvier dernier, et comme pour ses projets précédents, ce sont les éditions d'Argo qui éditent ce nouveau venu, que l'on vous recommande plus que chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces dernières semaines. Mais qui est donc ce Monsieur Apothéose, à la fois titre de l'album et héros de notre bande dessinée, qui se présente à nous sur son scooter en couverture de ce titre, sorti le 11 janvier dernier. C'est ce que l'on découvre dès les premières pages de cette bande dessinée, et le moins que l'on puisse dire est que le monsieur appartient à une longue lignée de malchanceux que n'unirait pas un Pierre Richard de la grande époque. Tout ce que les aînés de Théo, le nom de notre héros, ont entrepris au cours de leur existence a fini tôt ou tard par se retourner contre eux. Pourtant, avec un nom comme Apothéose, c'était plutôt la réussite que l'on aurait pu imaginer tendre les bras à la famille. Ce sera en réalité tout l'inverse qui se produira, malgré l'audace des membres de cette famille pour le moins singulière. Entre l'arrière-grand-père, mort par mégarde d'un coup de fusil provenant d'un mari jaloux, le grand-père, ridiculisé à la télé à une heure de grande écoute qui finira en dépression, et le père qui ouvrit une boulangerie dont le gâteau d'inauguration tua le maire du village, nous avons donc là une sacrée lignée poursuivie par la guigne. Voilà la raison qui va pousser le jeune Théo à ne rien entreprendre d'ambitieux, de peur que cette ambition ne se retourne contre lui et finisse par lui réserver le même sort qu'à ses aïeux. Aussi, amoureux depuis l'adolescence de Camille, qui l'accompagne jusque dans les cours de musique pour l'entendre jouer du violon, il n'osera jamais l'aborder de peur de lui porter la poisse. Théo enchaîne ainsi les petits boulots sans envergure, pour ne pas attirer le mauvais œil, sur une réussite dont il imagine déjà que tôt ou tard, elle se transformera en un échec cuisant. Aussi son destin prend-il une autre direction le jour où, à la terrasse d'un café, il fait la rencontre d'Antoine Pépin, romancier contrarié, qui connaît un certain succès en publiant des livres sur le développement personnel. Ce dernier va aider Théo à prendre sa destinée en main, et finalement ce duo, que l'on pourrait imaginer bancal, va se révéler être beaucoup plus complémentaire qu'on ne l'imagine. Ce scénario enlevé et captivant, on le doit à Julien Frey, lui qui confie son histoire au crayon de David avec qui il collabore pour la première fois. Le dessin, plutôt doux, de David vient d'ailleurs contrebalancer un scénario parfois dur, puisque vous aurez compris que rien n'est simple pour la famille Apothéose et que parfois la mort est au rendez-vous. Habitué à dessiner des albums jeunesse, David arrive à apporter un peu de légèreté à ce récit, tout en réussissant à bien retranscrire l'atmosphère parfois angoissante voulue par Julien Frey. Au final, on a pris beaucoup de plaisir à se plonger dans ce récit qui s'étire sur 120 pages et que l'on doit à l'éditeur Glénat dans sa collection Vent d'Ouest. C'est à travers 3 portraits de femmes dans l'Italie du XXe siècle
que Ninantico, au scénario comme au dessin, nous propose de parler de la condition féminine dans sa nouvelle bande dessinée. Volontiers provocateur, le titre « Madone et putain » est souligné par cette très belle couverture qui présente sur fond noir les cuisses et le bas du ventre d'une femme dont la longue chevelure vient cacher le sexe. On notera ici que le titre de l'ouvrage ne joue pas sur un choix qui serait à faire entre la Madone et la putain, ce sont les deux qui sont mis sur le même plan, comme formant le tout d'un genre que parfois les humains, et surtout les hommes, aimeraient ranger dans une case. C'est ainsi que la première histoire nous entraîne à Palerme, en Sicile, pour découvrir la jeune Agatha, fille de la comtesse Trigona, dont l'assassinat récent a jeté l'infamie sur la famille, en particulier les filles. La comtesse a en effet été tuée par son amant, un certain baron Vincenzo Paterno del Cugno, qui n'a pas supporté d'être quitté par celle-ci et qui l'a assassinée de 27 coups de couteau. Agatha, que l'on a envoyée dans un sanatorium de Stromboli, en finit par détester sa mère, qui fut pourtant la victime, et se rapproche par certains aspects de Sainte Agatha, dont elle connaît et raconte l'histoire par cœur. Dans le deuxième récit, c'est Sainte Lucia qui est convoquée pour un personnage qui a exactement le même prénom et qui, comme la sainte, va connaître une existence similaire. Lucia vit à Naples et dans les années 40, c'est la guerre qui préoccupe essentiellement les habitants de cette région d'Europe. Entre les hommes du coin, qui reviendront au pas de la guerre, les soldats américains qui libèrent l'Europe et fleurbont l'exotisme, les hommes commencent à être une préoccupation pour la jeune napolitaine, des hommes qui pourtant ne la regardent pas encore. C'est finalement d'un Allemand qu'elle s'éprend et cela lui vaudra l'infamie et d'être tondue à la libération, une libération qui marque aussi l'ancrage fort et profond de la mafia dans cette région d'Italie. Dans la troisième histoire, on suit Rosalia, toujours du côté de Naples, elle qui s'est démarquée des femmes de la région en dénonçant aux autorités judiciaires les trafics des mafieux notoires et leur façon d'opérer sur le territoire. Mis au banc de la société, même par sa propre mère, elle s'imagine comme ces incompiuto, ces édifices publics jamais achevés qui jonchent le panorama du sud de l'Italie. Du haut de ses 17 ans, elle est comme ses œuvres, incomplètes et laissées de côté, mais pour autant, on finira par leur accorder une place et s'intéresser à ce phénomène avec le temps. Le noir et blanc très intense qu'utilise l'autrice permet de souligner la force tragique de ces trois destinées et brouille la frontière entre le mythe et la réalité, entre la Madone et la putain supposée, entre la force et la fragilité. Basé sur des histoires réelles, Ninantico invite le lecteur à se poser des questions sur ces trois destinées, bien souvent soumises à la violence et sacrifiées sur l'autel des valeurs sociétales. Fort et passionnant, Madone et putain n'est pas forcément simple d'accès, mais c'est une lecture que l'on vous recommande fortement, surtout si vous aimez le travail de Ninantico. Paru aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre, l'album est disponible en librairie depuis le 20 janvier dernier, et le moins que l'on puisse dire est qu'il s'agit d'un titre très singulier. Changeons totalement de registre avec la nouvelle histoire que l'on doit au duo Vincent Zabu au scénario et Hippolyte au dessin, Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame. Derrière ce titre se cache une très belle histoire dont le héros s'appelle Romain, un petit garçon blondinet qui a 11 ans et qui va bientôt en avoir 12. Alors que l'année prochaine il sera au collège, cette année il est dans la classe de Mademoiselle Sophie, professeure douce et attentive envers ses élèves, qui se démarque aussi par un physique hors norme sur lequel Romain pose un nouveau regard. Jusqu'à présent, il trouvait que Mademoiselle Sophie était grosse, mais en cette rentrée des vacances de printemps, il est étonné de la voir monter avec peine les marches des escaliers, elle qui semble avoir pris encore du poids pendant cette quinzaine. C'est que malgré son jeune âge, Romain a beaucoup de tendresse pour sa maîtresse, qui anime aussi les cours de théâtre qu'il suit avec passion et assiduité. Romain va donc essayer de comprendre ce qui a évolué chez Mademoiselle Sophie, et pour la première fois de sa jeune vie, il se surprend à la regarder comme une femme et non plus comme son enseignante. Nous allons entrer dans les pensées du jeune homme qui observe les moindres faits et gestes de Sophie, essayant d'apercevoir les petits indices qui permettraient d'en savoir plus sur elle, comme lorsqu'elle croise Monsieur Clément, le professeur des CE2.
Romain a remarqué qu'en sa présence, mademoiselle Sophie changeait d'attitude et lui-même se rend compte qu'il est en train de changer son regard sur les personnes qui l'entourent, voyant dans ce changement l'approche de l'adolescence qu'il redoute tant. S'imaginant comme le lion qui défendrait mademoiselle Sophie contre la méchanceté qui jalonne son quotidien, il fait de sa professeure l'hippopotame de cette fable intelligente et touchante que Zabu et Hippolyte nous proposent ici. Album dont les couleurs sont chaudes, le dessin généreux et la morale retient l'attention du lecteur, Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame fait partie de ces titres dans lesquels on a adoré se plonger en ce début d'année 2023. Intelligente, sensible, drôle et touchante, voilà une bande dessinée qui se met non seulement à hauteur du jeune public, mais qui est aussi un régal à parcourir pour les plus grands. Ce sont les éditions d'Argo qui proposent ce titre, sorti le 27 janvier dernier, un album qui fait 168 pages, sur lequel vous pouvez vous précipiter sans plus attendre. Restons d'ailleurs dans l'univers de la jeunesse avec Elliot, jeune garçon qui vient d'intégrer le collège et dont nous suivons l'année de 6e au sein de son nouvel établissement. Panique en 6e, sous-titre du premier tome d'une nouvelle série que signe Théo Grosjean, série qui s'intitule Elliot au collège, série qui pourra aussi évoluer dans sa forme au fur et à mesure que l'on verra le jeune Elliot évoluer en âge. En effet, le projet est de nous faire suivre ce jeune garçon, dans lequel Théo Grosjean a mis beaucoup de lui-même et de ses angoisses, à partir du collège, pour le lâcher le jour où l'auteur n'aura plus envie de raconter ses histoires. Volontiers autobiographique dans les histoires qu'il aime raconter, Théo Grosjean, à qui l'on doit déjà des projets passionnants comme L'homme le plus flippé du monde ou L'œil du cyclone, continue d'analyser ses angoisses avec la même inspiration. Dans le nouveau venu, cette peur au quotidien se matérialise par une petite mascotte orange qui ne le lâche pas d'une semelle, mascotte qui veille à faire en sorte qu'Elliot reste le plus transparent possible et n'attire pas les regards sur sa personne. C'est ainsi que les histoires s'enchaînent, souvent elles tiennent sur une planche, mais trouvent une véritable continuité tout au long d'un album qui permet de voir comment Elliot va survivre à cette première année de collège. Entre la première journée, où il faut faire bonne impression, ce qui n'est pas son cas, la volonté de se trouver des copains, ou encore celle de s'intégrer du mieux possible dans la classe, tout est prétexte à des situations qui font monter l'angoisse chez le personnage principal. Bien entendu, on s'amuse beaucoup de voir ces situations s'enchaîner dans lesquelles le personnage, grâce à sa mascotte qui joue le rôle de sa conscience, va devoir se dépêtrer pour paraître le moins ridicule possible. Parmi les histoires savoureuses, et dans laquelle on se reconnaît sans mal, retenons celle où il doit aller à la piscine et qu'il est l'un des seuls à porter un slip de bain, ce qui lui vaudra le surnom de Slipman. Avec Harry, son meilleur copain du collège, il élabore aussi des stratégies pour s'attirer les bonnes grâces d'Aya, jeune fille capable de tenir tête aux garçons les plus coriaces, dont le duo de collégiens voit en elle une potentielle garde du corps pour avoir la paix. Si le thème du collège, ou l'entreprise autobiographique, peut faire penser au travail de Riyad Sattouf, côté dessin, c'est totalement différent avec un graphisme soigné, aux expressions volontairement exagérées et en couleur pour mieux flatter l'œil du lecteur. Au final, on a pris beaucoup de plaisir à s'immerger dans ce premier tome d'une série que l'on espère longue, un premier tome sorti le 13 janvier dernier pour un prix de lancement de 9,90 €, très sympathique au regard de l'objet. Ce sont les éditions Dupuis qui éditent Elliot au collège, un titre que l'on peut aussi retrouver dans le journal de Spirou, une bande dessinée que l'on vous recommande là aussi chaudement. Changeons totalement d'univers pour découvrir en bande dessinée l'un des grands personnages qui a façonné la médecine française, lui qui a donné son nom à de nombreuses unités de soins, je veux parler bien sûr d'Ambroise Paré. Sous-titré Le père de la chirurgie, voilà un album qui nous fait découvrir ce barbier d'origine qui va pourtant révolutionner la chirurgie française alors que nous sommes en plein XVIe siècle. C'est d'ailleurs à l'Hôtel-Dieu qu'on le découvre, lui le barbier, qui a déjà le geste sûr avec ses instruments pour pratiquer des saignées ou percer des furoncles, geste que ne pratiquaient pas les chirurgiens de l'époque. On découvre alors ces deux mondes qui se côtoient, les chirurgiens et les barbiers, avec un Ambroise Paré qui appartient à ce second monde, mais qui a toutes les qualités pour rejoindre le premier. Toutes,
Pas forcément d'ailleurs, car en plus d'être médiocre dans la pratique de la langue latine, Ambroise Paré a envie de découvrir la pratique au contact des corps plutôt que dans les livres de Galien, la référence des chirurgiens à cette époque. Avec le temps, le talent d'Ambroise Paré finit par se faire savoir et ce dernier sera enrôlé par le duc de Montjean pour accompagner les troupes françaises qui combattent pour François Ier contre les armées de Charles Quint. Sur le terrain, Paré ne manquera pas de travail, de corps à recoudre, de membres à amputer, de soldats à sauver, et c'est aussi de cette façon qu'il va pouvoir faire évoluer sa pratique. Dans cette France où il est difficile de rester plus de 5 ans sans se faire la guerre, il expérimente aussi en fonction du matériel qu'il a sous la main et fera évoluer certaines pratiques comme celle de la cautérisation après une amputation qu'il abandonnera au profit de la suture chirurgicale. Jean-Noël Fabiani-Salmon, professeur de médecine réputé, qui avait signé l'incroyable histoire de la médecine, nous rappelle d'ailleurs en fin d'album que certaines de ces techniques existaient bien avant qu'il ne les popularise. Mais voilà, Ambroise Paré, qui va servir sous plusieurs rois, va devenir un véritable mythe que l'on entretient avec le temps, un véritable symbole d'une chirurgie qui sort des temps obscurs. Pour bâtir ce récit, Pierre Boisserie propose un scénario chronologique qui permet de mettre ses pas dans celui de notre héros, qui a non seulement survécu à plusieurs rois, mais aussi à la Saint-Barthélemy. Pour la partie dessin, c'est Vincent Wagner qui donne vie à l'histoire passionnante du chirurgien, et il le fait avec un graphisme simple et efficace, dans un style semi-réaliste. Les personnages sont facilement identifiables, la mise en page agréable, quoique légèrement académique, mais au final, c'est un album passionnant et instructif que nous propose là notre trio. Sorti aux arènes BD le 17 janvier dernier, Ambroise Paré, le père de la chirurgie, est un album que l'on vous recommande chaudement, que vous soyez passionné par l'histoire de la médecine ou non, car c'est aussi le destin singulier d'un homme qui se dévoile alors sous nos yeux. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Dans un style totalement différent de Jumelles, c'est encore de Florence Dupré-Latour dont il est question dans ce dernier coup de cœur, puisqu'est ressorti en librairie le 18 janvier dernier l'intégrale de Capucin. Cette fois-ci, c'est dans un monde à cheval entre le médiéval et l'héroïque fantasy que nous allons suivre les aventures de Capucin, jeune personnage blondiné qui donne aussi le titre à cet ouvrage. Faussement orienté jeunesse au premier abord, le titre sera surtout un régal pour les adultes, avec de nombreux passages gore qui vont jalonner les aventures de notre héros. Nous allons suivre ici un personnage, fils du redoutable chevalier Gauvin, dont la famille se retrouve déclassée du jour au lendemain et va devoir lutter pour sa survie. Chassé de ses terres, avec un Gauvin salement amoché, Capucin va passer du jeune garçon choyé et aimé, élevé dans le coton, à jeune homme qui va être obligé de lutter pour rester en vie dans un monde bien décidé à ne lui faire aucun cadeau. Courageux, téméraire et débrouillard, rien ne va se passer comme prévu pour notre héros, qui se retrouve aussi l'otage d'une guerre fratricide que se livrent Arthur et Bouche Dorée, dont Capucin deviendra le prisonnier et plus tard l'allié. Heureusement, pour l'aider dans sa quête, celle d'une rédemption pour lui et sa famille, doublée d'une vengeance vis-à-vis des personnes qui l'ont maltraité, Capucin peut compter sur l'aide de Rostremont, fidèle destrier ayant appartenu à son prestigieux père et qui lui est revenu quand ce dernier n'a plus été en mesure de le monter. Vous aurez compris que Florence Dupré-Latour s'amuse beaucoup à revisiter cette aventure médiévale en y ajoutant sa touche personnelle qui fait de cette intégrale un superbe titre dans lequel on s'est plongé avec délice. Compilant ici les 3 volumes qui étaient sortis entre 2006 et 2008, le nouveau venu en librairie est un très bel ouvrage, à la couverture d'un rose brillant, présentant notre héros cerné par des armes et faisant 320 pages. Corrosive et drôle, l'histoire repose aussi sur une narration énergique et un dessin pop et coloré dont le style n'est pas sans rappeler celui de Johann Sfar. Jouant sur certaines thématiques, comme celle de la dualité, un thème fortement présent dans l'œuvre de Florence Dupré-Latour, cette dernière nous propose ici un Oliver Twist à la sauce médiévale et psychédélique. Édité à l'origine dans la collection Bayou des éditions Gallimard, collection dirigée d'ailleurs par Johann Sfar, c'est toujours chez Gallimard que vous retrouverez cette histoire que l'on voit revenir en librairie avec grand plaisir.
C'est ainsi que se termine ce 144e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie au premier tome de Jumelles, la nouvelle bande dessinée de Florence Dupré-Latour, parue aux éditions d'Argo. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram lebulleur.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée, ou encore entre amis et en famille, afin que le Bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines, le lundi 13 février, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous, et on vous souhaite de très bonnes lectures.